Passion FM. Pour vous et avec vous. Bonjour Monsieur Wilfried, on dit Isenberg ou Heisenberg? Rien d'aussi compliqué, Isambert, ça suffit, il n'y a pas d'accentuation particulière. Isenberg, c'est une connotation un peu, je dirais, alsacienne, non? Oui, aucun doute là-dessus. Malheureusement, dans mes origines, il y a pas du tout d'alsacien. Bienvenue sur les fruits de ma passion. Je vous remercie infiniment pour l'ouvrage que vous nous avez fait parvenir. Un ouvrage surprenant dans le voyage. C'est-à-dire que vous nous enfoncez dans les ténèbres et le froid par la saison qui court. Mon Dieu, ce n'est pas très agréable. Oui, j'en conviens, oui. Alors, vous êtes un écrivain avant tout informaticien, si j'ai bien lu votre curriculum vitae. Vous êtes français né à Nantes, vous avez Oui, donc 43 ans, vous êtes tout oui, c'est jeune. ça, oui. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Et formation scientifique, on l'a dit, ingénieur en informatique, c'est pas rien. Oui. Est-ce que c'est justement cette profession qui vous a poussé à écrire dans comment dirais-je, dans l'irréaliste? Alors, pas vraiment, non, parce que c'est complètement à l'inverse de ma formation. J'ai une curiosité scientifique, et on va dire que j'ai beaucoup de respect pour les sciences exactes. Je suis très cartésien d'une manière générale, mais non, mon imaginaire est complètement à l'opposé de ça. Et vous allez trouver vos sources où? Dans vos rêves, dans vos cauchemars. C'est assez surprenant vos histoires, parce que là on ne touche absolument plus la réalité, bien que trois petits points. Vous parlez de religion, on est en plein dedans. Vous parlez Oui. d'attentats, on est en plein dedans. Vous parlez de théologie, alors là on est en pleine actualité. Est-ce que c'est un fait exprès ou c'est le fait du hasard? Alors, fait exprès, c'est difficile. Fait exprès, oui, parce que ce sont des thèmes qui m'intéressent. Par contre, le fait que ce soit proche de l'actualité, c'est totalement le fait du hasard. Parce que j'ai écrit ça il y a déjà, enfin, j'ai commencé à écrire ça il y a déjà plus de 4 ou 5 ans. Donc, vous voyez que ça sort aujourd'hui, c'est comment dire, de circonstances, mais c'est pas mon fait. De circonstances. C'est récurrent ou redondant, puisque les religions, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec tout le respect bien entendu que l'on doit aux pensées théologiques des gens, les religions ont toujours percuté le monde depuis que le monde est monde. Ah ça, oui, indéniablement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me fascine dans l'histoire, c'est cette particularité que les religions ont formaté le monde et ont dirigé l'histoire de bien des manières. Et ça m'inspire beaucoup. Votre histoire commence très fort puisque les pensées d'Adana retournent au moment de cet accueil à peine une heure plus tôt aux portées de 10. Elle aurait accepté n'importe quoi de la part des atarques, excusez-moi si je le prononce mal, des Non, non, c'est ça. insultes, des propos haineux, une rage contenue et des gestes retenus dans l'intention n'aurait fait aucun doute. La non-violence est presque une violence en soi. Les regards et les silences, c'est plus violent que les gestes. Oui, effectivement. Enfin, en l'occurrence, dans la situation de ce personnage, c'est d'une très grande euh, douleur, enfin, une perception très très forte, très marquée. J'aime bien opposer la paix et le silence et l'acceptation ou même simplement l'altruisme à ce que les gens attendent en général d'une situation haineuse. On retrouve également ces grandes lignes, encore une fois, qui font vivre l'humanité, c'est-à-dire qu'on a les dirigeants et les dirigés, le peuple, monsieur tout le monde, et on a toujours un peu l'impression que ces gens n'ont pas grand-chose à dire, sinon être acteur indirect de l'histoire. Oui, c'est ça, en fait, mais c'est le reflet de notre société la plupart du temps. Je vis dans l'actualité aussi, hein, ce que j'écris est dans l'actualité. Même si c'est un monde complètement étranger, ce sont des ressorts narratifs très puissants et très faciles à comprendre. Le fait d'écrire de la fiction vous permet d'aller très très loin dans le mode de pensée, et c'est tant mieux dans le monde
dans lequel nous vivons, le monde un peu aseptisé au niveau de l'information, ça fait du bien de lire vos écrits, ça fait vraiment du bien. Mais ce ne sont pas vos premiers écrits, puisque vous avez pointé le nez, ça je vous cite, vers la fin de l'adolescence, vous avez touché à la poésie, quelques nouvelles qui illustreront vos parties de rôle, et là on retrouve vos écrits, parties de jeux de rôle, mon Dieu, on s'y retrouve en plein dedans. Oui, c'est ça. Alors, la poésie, c'est quelque chose d'un peu à part. Moi, j'ai abordé la poésie d'une façon tout à fait différente de la normale, je pense. C'est que je l'ai abordé à travers des rôles de poète. C'est-à-dire que je fais du jeu de rôle depuis très longtemps. Je pratique ça comme loisir et interpréter des personnages. J'aurais pu le faire dans du théâtre, hein, noter, c'est la même chose. Mais interpréter des personnages qui sont des poètes me pousse à les interpréter jusqu'au bout, c'est-à-dire à me mettre à leur place et à écrire de la poésie. Ce que j'ai fait dans un premier temps jusqu'à ce que j'utilise ma propre voix pour le faire. Jeu de rôle, théâtre, mais alors on parle d'impro. Le jeu de rôle, c'est de l'improvisation ou pas? Le jeu de rôle, oui, essentiellement, mais c'est pas de l'improvisation telle qu'on en voit de théâtre d'improvisation. C'est une improvisation, c'est pas une, c'est comment dire, c'est une mise en situation. C'est-à-dire que quelque part, on joue un personnage dans la situation qu'on lui présente et on essaye d'être naturel avec cette situation dans le rôle de ce personnage. Donc certes, on improvise, mais on improvise quelque chose de cohérent. La situation nous est complètement décrite. On n'est pas en train d'inventer complètement quelque chose. On a l'impression d'avoir, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, hein, mais d'avoir des gamins dans une cour de récréation qui s'amusent à se créer l'imaginaire. Et en vous créant l'imaginaire, vous finissez par créer des livres. Donc c'est cadeau pour nous. J'imagine mal les jeux de rôle. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'était de mode il y a un certain temps. Et puis, si je ne me trompe, il y avait d'énormes, comment dirais-je, d'énormes regroupements intermondiaux, non? Alors oui, exact. Le jeu de rôle est né aux États-Unis sous sa forme encore actuelle et s'est répandu en Europe. C'est pas un loisir très très développé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément d'aficionados, mais c'est quelque chose qui c'est un loisir, comment dire, marginalisé, mais très, je trouve très moteur, très intéressant pour l'imaginaire, ça flatte l'imaginaire en réalité. C'est quelque chose qui est à l'aune du roman, à l'aune des histoires des films aussi, du cinéma, et c'est un moyen d'évasion extraordinaire. Et le jeu de rôle aujourd'hui a ses lettres de noblesse, c'est un art, devenu un art par certains aspects, et il est vrai qu'il est très méconnu parce qu'il est très peu médiatisé en fait. Mais ingénieur qui est un métier malgré tout cartésien, ingénieur et se plonger dans le jeu de rôle, il n'y a pas de contradiction? Ah, mais moi j'ai toujours pensé que pour que la science avance, il fallait de l'imagination. Il faut des idées pour faire progresser la recherche. L'un ne va pas sans l'autre. A bien répondu, là je suis cassé. Merci. Mais le jeu de rôle, je vous avoue que chaque fois que j'ai rencontré un mordu de jeu de rôle, il était informaticien. Est-ce qu'il y a un lien entre l'informatique, c'est-à-dire la création, parce que l'informatique c'est la création au départ, je ne parle pas des professions périphériques, hein, je parle de la création, de la programmation. Est-ce qu'il y a un lien direct entre le jeu de rôle et puis ce besoin d'imaginaire? Alors, pas à ma connaissance, hein, et je connais beaucoup de joueurs de rôle qui ne sont pas informaticiens, donc je pense que vous n'avez pas eu de chance. Mais d'une façon Merci, générale, merci pour les informaticiens. non, mais c'est pas spécialement contre eux. Puis de toute façon, je suis du métier, donc. J'entends Mais bien. ce que je veux dire, c'est que je vois aucun lien, moi, personnellement, entre l'informatique et le jeu de rôle. Même pas d'un point de vue social. Je comprends pas spécialement cette relation.
D'accord. Et en 2001, vous commencez la création d'un nouvel univers qui s'appelle l'Oreval. Alors, excusez-moi de l'accent, si parfois je prononce mal les mots. C'est vrai que nous avons une culture parallèle, puisque la Belgique francophone parle français, mais pas nécessairement le même français. Vous serez tolérant, j'espère. Aucun problème. Et ce sera votre décor de jeu et une ligne de création. C'est-à-dire, Alors, l'Orval, c'est effectivement au départ, excusez-moi, lors- je fais un commentaire. Quand vous dites l'Orval, vous oui. réveillez le Belge qui est en moi, parce que l'Orval est une bière de trappiste qui se situe à Orval. Excusez-moi, je ferme la parenthèse. D'accord. En fait, rien à voir avec la bière. Euh, non, l'Orval, c'est un mot qui me plaisait. Je compose souvent les mots par des comment, par son chant, par des consonances qui me plaisent, etc. Ça n'a pas forcément d'origine étymologique particulière. Donc, l'Orval, ici, il y avait une notion un petit peu anglaise, l'or, la connaissance, val, val de connaissance, pourquoi pas, mais c'est plus le mot est devenu quelque chose d'indépendant de son étymologie depuis longtemps. Et l'Orval, c'est effectivement au départ une ville, et j'ai imaginé quelque chose autour, un univers de jeu. C'était à une époque où je faisais beaucoup de jeux en ligne, et il y avait un jeu qui permettait de créer ses propres contenus. Et j'ai voulu commencer là-dessus, à faire quelque chose, à créer un jeu auquel des joueurs joueraient en ligne, un jeu de rôle en ligne, basé sur cette ville-là. Et la ville, l'univers, tout ça se développe très vite. Le jeu ne verra pas le jour. Mais par contre, voilà, c'est devenu un tremplin pour créer énormément de choses. J'ai créé un univers en fait complet et maintenant j'écris des portions de cet univers-là. Vous êtes un personnage un peu atypique, hein, puisque nous sommes au XXIe siècle. Je dirais que les jeunes rêvent d'informatique, d'électronique, de jeux en ligne, et vous venez du jeu pour vous réfugier dans l'écriture. C'est-à-dire que vous commencez vos premiers romans, le triptyque, pardon, La Cité des mensonges, qui est aux Oui. éditions, paru aux éditions Le Manuscrit, et après quoi, c'est devenu le décor de vos parties de jeux de rôle. Et tout se mélange, hein, et pourquoi pas finalement. Oui, c'est comme d'autres auteurs aujourd'hui le font. Je suis quelqu'un qui aime bien le transmédia ou le cross-média, c'est-à-dire s'exprimer de différentes façons. J'avais même commencé à élaborer, bon, j'ai pas encore trouvé de dessinateur, mais élaborer des scénarios de bande dessinée. Mon mode d'expression, ce n'est pas que l'écrit, ce n'est pas que le jeu de rôle, ce n'est pas que le jeu vidéo, c'est potentiellement plein d'autres choses, y compris de la web série d'ailleurs, des séries vidéo en ligne sur le web. Alors on ne sait pas où vous allez arrêter parce qu'en 2012, vous avez ressassé sur l'évolution de votre univers, vous vous sentez plus mûr, bien que on pourrait définir ce que cela signifie, et vous vous plongez dans une nouvelle expérience, vous commencez à écrire L'étau des ténèbres. L'étau des ténèbres se termine sur une saga de 5 tomes, mais c'est impressionnant. Alors oui, effectivement, c'est, je dirais, une façon de faire qui est sans doute peu commune. Alors, il faut dire qu'au préalable, j'ai quand même écrit un triptyque. Donc 5 tomes, ça ne me fait pas spécialement peur. Puis j'ai d'autres projets derrière, donc j'ai encore une masse d'écrits importante en vue. Mais c'est venu tout seul. Ces 5 tomes, au départ, je commence à faire un synopsis, je me dis tiens, 3 tomes, et puis non, 5. Et après j'écris, et tout est venu assez rapidement en fait. Dites-moi, monsieur Isenberg, une question un peu indiscrète, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, vous êtes marié? Non, du tout. J'ai une amie avec qui que je fréquente régulièrement, mais non, je ne suis pas marié. Et ça signifie, après votre travail, de longues heures de solitude, de longues heures d'écriture. Vous écrivez au clavier, j'imagine. Oui, 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 sur ordinateur, tout à fait. Et vous êtes isolé, vous vivez dans une ville, un village. J'habite Orléans même, donc dans une ville, et je suis isolé, oui, c'est un fait. Je vis dans un appartement, mais euh, je suis jamais seul. J'ai toujours quelque chose en tête et je supporte très bien. Au contraire, le calme pour vivre avec mes histoires, pouvoir les développer et pouvoir vraiment écrire librement. Quels sont vos lecteurs? Ce sont des adolescents? Ce sont des adultes?
Il y a beaucoup de gens de mon âge qui aiment à peu près le même genre de littérature. J'ai beaucoup lu de science-fiction et d'heroic fantasy depuis une vingtaine d'années. Et puis des auteurs très très vieux qui datent des années 50 Attention à du ce que siècle. vous allez dire, hein. Attention à ce que vous allez dire des auteurs très vieux. Bah, dans la Des mesure où lecteurs, pardon. dans la mesure où certains sont décédés, je vais dire que malheureusement pour eux, ils ont passé l'âge. Mais bon, des différents. J'ai donc dans mes lecteurs finalement la même chose que ce que ces auteurs ont eu, que ce soit du Frank Herbert, des Jack Vance, qui ont été donc des précurseurs en matière d'heroic fantasy ou de science-fiction, et qui ont forgé le genre. Donc j'ai ce genre de lecteurs-là. Ce sont des lecteurs de mon âge qui peuvent être et aussi plus jeunes. J'ai plusieurs lecteurs des blogueurs qui ont commenté mon livre et qui sont dans la tranche 20-30. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. J'aimerais toucher des lecteurs qui sont plus âgés que moi. Je sais pas. En fait, je n'en connais pas malheureusement. Vous en Euh, connaissez un, il est de l'autre côté du micro. oui, d'accord. Maintenant, j'en connais un, effectivement. Bon, vous avez ouvert un blog, la Caverne de l'Ours, en 2012, et ce blog continue à exister aujourd'hui. Alors, c'est un blog d'humeur axé sur le cinéma, ce qui vient à ma prochaine question. Euh, Avez-vous été approché par le cinéma? Non. Je vais dire pas encore, parce que j'aimerais bien. Landraste, d'où vous vient ce surnom, Landraste? Alors, Landrast, à la base, c'est un personnage que j'ai créé très tôt quand j'ai commencé à élaborer l'Orval. Et j'aime beaucoup ce nom, finalement. J'ai décidé de l'utiliser comme pseudonyme assez rapidement. Euh, Maintenant, bon, faut séparer le personnage de ce que je suis, bien entendu, parce que la particularité de ce personnage, c'est d'être un dieu dans mon univers de jeu et de roman. Donc, une déité un peu bâtisseuse, créatrice, euh, pas spécialement. Alors, moi, mes univers sont plutôt orientés polythéisme. J'aime pas du tout les idées de Dieu unique en règle générale, mais bon, ce Dieu fait partie d'une sorte de panthéon en tout cas, et c'est effectivement véhicule des notions de création et de construction. Pas forcément de bien ni de mal, j'aime pas trop ces notions-là, ce sont pour moi des points de vue que j'aime bien traiter à travers de mes personnages, mais plutôt vraiment une notion neutre de création des choses. C'est vrai que de définir le bien ou le mal, ça a toujours une connotation orientée en fonction de ses propres pensées et non pas de l'action proprement dite. Matière à débat. Moi, j'aime beaucoup le départ de ce chapitre et nous sommes en plein dans le débat. Ceux qui nous dirigent ne devraient avoir que deux préoccupations. La première, de s'assurer que tout ce qu'ils ordonnent sert correctement le bien-être de ceux qui ont accordé leur pouvoir. Alors, j'aime beaucoup ça parce que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, et je le savais, mais je l'ai redécouvert, que le mot ministre ou ministère signifie au service de. Et donc vous rejoignez tout à fait ce mode de pensée. Merci pour ça. La seconde, de s'assurer que tout ce qu'il ordonne est effectivement accompli tel qu'ils l'ont ordonné. Ça devient un peu difficile, hein. Oui, mais pour moi, ce sont les deux temps de la bonne administration des choses. C'est, on met des gens au pouvoir, donc on leur fait confiance. En retour, ce qu'ils ordonnent doit aussi être exactement ce qui doit être fait. C'est le retour de la confiance. Mais bon, c'est une vision, on va dire, particulière dans mon récit, puisque vous citez là ce que j'appelle un chapeau de mes chapitres, Exact. qui est en fait une pensée d'un auteur de l'univers, donc d'un auteur imaginaire de cet univers, donc qui est un point de vue parmi d'autres.
Et j'aime bien justement cette diversité où ce point de vue est forcément discutable, puisqu'il sera contredit différentes façons au travers du récit. Oui, mais justement, vos chapeaux, je les aime beaucoup. Ils permettent une réflexion, ils permettent également un mode de pensée. Bien foutu, votre ouvrage, je vous le dis franchement. L'imaginaire, la science-fiction sont parfois des créneaux difficiles à approcher ou qui sont élitistes. Pas dans notre cas. Dans notre cas, nous sommes vraiment sur quelque chose de... Oserais-je le mot exceptionnel? Oui, je peux. C'est très gentil. Je sais pas si ça mérite, mais en tout cas, c'est très gentil. On le lit, on s'envole, on s'évade, on découvre des univers, ma foi, inexistants. Et puis ça me fait penser à un feuilleton qui est passé dernièrement sur les antennes, La Guerre des Trônes. C'est une traduction, hein, parce que en anglais ça se prononce tout à fait différemment. Je ne sais pas si vous voyez à quoi... Parler de Game of Thrones ou le trône Voilà. de... Oui, oui, ok, oui. Alors oui, puis c'est une grande source d'inspiration, le Game of Thrones, étant donné que c'est devenu une référence en matière de séries orientées fantasy. Mais en réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est d'où ça vient. L'auteur s'est beaucoup inspiré, alors je parle des romans, hein, l'auteur s'est beaucoup inspiré des Rois Maudits, finalement un épisode de l'histoire de France, enfin d'Europe en tout cas. Et c'est amusant de voir que transposé en fantasy, ça ne change rien. On retrouve exactement les mêmes problématiques. Moi, quand j'aborde la fantasy, je le fais exactement de la même façon. J'ai tendance à considérer que si je n'arrive pas à retranscrire une part de notre réalité dedans, je suis trop éloigné, je m'éloigne de trop de mon sujet. Pour moi, il est important que le contexte ne soit qu'un contexte, qu'il soit fantastique ou non, science-fiction, contemporain, peu importe, finalement on raconte des choses qui sont très concrètes. L'étau des ténèbres, c'est le premier tome que vous m'avez confié, qui s'intitule Le tapis dans la clarté. C'est édité aux éditions Telamaris, une belle maison d'édition, hein. Et vous avez trouvé facilement un éditeur? Alors, je vais vous dire oui parce que les éditions Stella Maris m'ont répondu très rapidement, mais non parce que ce ne sont pas les premiers que j'ai démarchés, loin de là. Donc, en réalité, non. La chasse à l'éditeur est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout avec des sujets de fantasy, surtout et d'autant plus quand on arrive avec 5 tomes dans la main. Ah oui, ça doit faire peur, surtout quand on voit les salles d'attente des maisons d'édition. Vous avez une bonne réponse de vos lecteurs? Je veux dire, vous avez déjà publié à combien d'exemplaires? Si ce n'est pas indiscret. Alors le tirage est très intimiste, on va dire, parce que c'est un tout petit éditeur, les maisons d'édition, les éditions Stella Maris. Alors je crois savoir que pour l'instant on est à une centaine d'exemplaires de vendus ou en tirage en tout cas. Et pour l'instant j'ai pas de chiffres à vous donner, mais les lecteurs, bon, j'en connais un certain nombre qui sont dans mon entourage, ou d'autres qui ont été, qui sont des blogueurs qui sont revenus vers moi avec plutôt des remarques très positives, des bonnes critiques. Vous assistez au Salon des livres? Alors, pas au Salon du Livre de Paris, non, mais je serai présent au Salon du Livre de Mazamet en mai, le 22 mai. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette courte interview. J'aurai le plaisir de vous rencontrer plus longuement à Mazamet. Oui, merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, cher monsieur. Au revoir. Une question que je n'ai pas posée. Par contre, est-ce que votre recueil est disponible en Belgique? Ben, en fait, ils sont disponibles, on peut les commander sur Internet et l'éditeur envoie en Belgique, tout à fait, il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt. Passion FM pour vous et avec vous.